dernière ligne droite, plus que 5 jours avant le premier tour. Je vous remercie énormément d'être ici ce soir, d'avoir encore une fois bravé le corona pour venir à notre réunion publique de présentation du programme. Merci aussi de nous avoir accueillis, de m'avoir accueilli, d'avoir été patient pendant nos opérations de porte-à-porte, de tractage. Vous savez, il y en a certains qui sont rompus à cet exercice. Pour moi, c'était une nouvelle aventure, ça, le boitage, le tractage, tout un nouveau vocabulaire que j'ai appris avec vous en même temps, en fait. Et c'était en tout cas une expérience très très riche, humaine, riche d'apprentissage, riche d'enseignement, riche de rencontres, et j'en suis très contente, très fière. J'ai aussi envie de vous dire qu'il y a certaines personnes qui me disent, vous savez, on lit un peu la même chose dans tous les programmes, on ne sait plus qui propose quoi, etc. J'ai envie de répondre, ça me rassure en quelque sorte en fait que vous lisiez un petit peu les mêmes choses parce qu'on vit les mêmes enjeux opérés en ligne, on partage en tout cas les mêmes enjeux. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas du tout la même façon d'y répondre. En tout cas, Ensemble pour le Perret, on va se distinguer de 3 manières différentes. Notre démarche, nos compétences et notre diversité. Alors, notre démarche, elle est basée sur les usages. On met toujours les usages au cœur des problématiques, au cœur de la façon d'appréhender les problématiques. Et ça, on l'a mis en place dès le départ, même pour vous sonder, vous questionner. On a mis en place un outil collaboratif qui s'appelle Slack et qui nous a permis de recenser plus de 900 usages sur toutes les thématiques. Pourquoi? Parce qu'on est tous experts de ce qu'on vit tous les jours. Quand on a besoin de sortir de chez soi, prendre notre vélo pour aller à la gare, se rendre à notre travail, on est expert de cette thématique-là, on est expert de cet usage-là, et on est tous capables de l'exprimer de cette manière. Et nous, on a distillé un petit peu tous ces usages ensemble, avec toute l'équipe, et on en a fait ressortir des projets qu'aujourd'hui, on est capable de vous proposer dans ces plaquettes, dans le cadre de notre programme. Donc, ce programme, en fait, c'est vous qui l'avez fait. On l'a écrit avec vous et pour vous. On a pu le faire aussi parce que on n'a pas de feuille de route à suivre. Voilà, on est assez bien câblé, on réfléchit, on discute, on est ouvert et puis on réfléchit sur des projets, sur des propositions qu'on construit ensemble. On met aussi de l'information et de la transparence dans la façon dont on vous délivre l'information. Et ça, vous pouvez le voir à travers tous les outils qu'on a utilisés. Le site internet, par exemple, si vous allez en ligne, vous regardez, il y a des vidéos sur toutes les thématiques qu'on aborde dans le programme. Je prends la parole, je bégaye, je suis moi-même, je suis au naturel. Je ne joue pas de rôle, je suis moi-même. Voilà, parce que finalement, cette politique locale, c'est un nouvel exercice aussi pour moi. En revanche, la gestion de projet, le travail, l'organisation, ça c'est un exercice auquel je suis rompue depuis plusieurs années. Ça c'était pour la démarche. Maintenant les compétences. Je suis entourée de 29 femmes et hommes. J'ai 6 ingénieurs dans mon équipe rapprochée. J'ai des ingénieurs en génie électrique, des ingénieurs en bâtiment, ingénieurs en multimédia, en télécom, en travaux publics. J'ai une directrice financière d'une commune du territoire, j'ai une directrice d'EHPAD, j'ai des chefs d'entreprise, des artisans, des étudiants, des personnes qui sont très engagées dans le milieu associatif. Ce sont nos compétences. Et ce sont des compétences de terrain, et ce sont des compétences sur lesquelles vous pouvez vous projeter dans l'équipe municipale de demain. Et ensuite, vous avez des personnes qui font de la gestion de projet et de la gestion d'humain. Et c'est là que je reboucle sur ma petite personne. Voilà, moi je m'appelle Mia Latraille. Bonsoir. J'ai 35 ans, bientôt 36, dans un petit mois. Donc je suis chef d'entreprise depuis 10 ans, je dirige un cabinet de conseil, j'embauche une dizaine de personnes depuis 10 ans avec mon associé et je m'adresse à des grands groupes de la finance, des banques. Je ne suis donc pas banquière, mais je travaille sur 2 aspects, la réglementation bancaire et la transformation digitale. J'ai 2 enfants opérés, je suis française, j'ai passé les 18
premières années de ma vie au Maroc, pays où je suis née, et je suis arrivée en France dans le cadre de mes études supérieures. Donc j'ai fait une classe préparatoire HEC, suivie d'une grande école de commerce. J'ai étudié un petit peu en Angleterre et puis j'ai eu la chance de démarrer mon entreprise voilà, il y a 10 ans. Et donc cette expérience me permet de dire qu'aujourd'hui, je fais face à l'exigence de mes clients, première chose. Ensuite, je fais face à l'exigence de mes salariés, qui me demandent tous les jours. C'est des gens, je gère leur évolution professionnelle, je gère aussi un petit peu leur vie et leur évolution de carrière. Et puis aujourd'hui, je fais face à l'exigence de mes enfants. Et l'exigence de mes enfants, en fait, quand on y réfléchit bien, c'est notre exigence à tous en tant que citoyens. C'est de se dire, aujourd'hui, il va falloir que je me responsabilise sur un certain nombre de choses. Comment je consomme, comment je produis, comment je m'inscris dans la planète, comment je m'inscris dans l'écologie, comment je m'inscris dans l'humanité, dans la solidarité, dans le lien avec les personnes qui m'entourent. Et donc c'est ça que je vous propose aujourd'hui. C'est de partager avec vous cette expérience, ce parcours, cette énergie, et de vous la proposer en présence de mon équipe, dans le cadre du programme sur lequel on s'est exprimé avec vous et pour vous. Et ce soir, je vais le faire comme je le fais d'habitude dans le cadre de l'entreprise, parce que j'ai envie aussi de donner cette exigence-là du privé, de la mettre au public. C'est pour moi les mêmes sujets. Je commence toujours un sujet par faire un état des lieux. Donc j'ai envie de donner la parole à chaque personne de mon équipe rapprochée ce soir pour vous présenter les différentes thématiques. Je ne prendrai pas toute seule la parole dans la soirée. Vous aurez l'occasion de percevoir ma personnalité et celle des personnes sur lesquelles vous pourrez vous projeter demain dans l'équipe municipale. Donc, pour commencer, ce sera Stéphanie qui nous fera un état des lieux de nos chiffres. Alors, opérer en Yvelines, mais pas seulement, à la carte aussi, parce que opérer, en tout cas nous n'avons pas envie de nous isoler, nous avons envie d'embrasser cette position au sein du territoire, d'en tirer bénéfice, de construire des projets ensemble, et tout ça pour impacter évidemment notre ville à laquelle on tient tous. Donc, je donne la parole à Stéphanie, et juste pour information, il va y avoir 1 heure de parole, avec différentes interventions qui vont durer à peu près 5-7 minutes par intervention. Et à la suite de ça, il y aura à peu près une demi-heure de questions-réponses, on pourra échanger, et ensuite invitation au bar pour célébrer tout ça. Ça vous va? C'est parti. Stéphanie, à toi la parole. Mes petites fiches. Alors, donc je suis Stéphanie Aubé, j'habite le Planay-en-Yvelines depuis une vingtaine d'années, sur le quartier de l'entrée de ville, près de la zone industrielle de Choucault. J'ai occupé différents postes en finance, et j'y ai progressé. Également sur le territoire, on en reparlait récemment, j'étais en poste au SICTOM il y a quelques années, et je suis actuellement directrice des finances dans une collectivité près de Saint-Cyr, où j'exerce avec toute une équipe. Et quand le projet municipal s'est annoncé, il m'a semblé quelque peu naturel, presque légitime, de proposer mes compétences à un plus grand nombre de personnes. Parce que j'ai un regard professionnel sur ce qui se passe dans la commune, et parce que j'y suis attachée. J'y suis attachée parce qu'il y a une histoire dans ma famille avec cette commune, moi, je vis que depuis 20 ans, mais parce qu'il y a une histoire avec un désir, par exemple, de mon fils qui est présent ici, de pouvoir y rester et de s'y installer lui aussi un jour. Et pour ça, effectivement, comme le disait Dunia, le Planay-en-Yvelines n'est pas un territoire isolé. Hein, c'est un territoire qui appartient à un territoire beaucoup plus long. Hein, nous ne sommes pas des héritiers des Gaulois et nous faisons partie, depuis 2 ans, de la communauté d'agglomération Rambouillet-Territoire, de gré ou de force. Ce mariage est là, il existe, et il faut en faire une union plus dynamique qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Nous sommes présents au sein de la commune dans différentes commissions et pour ce que j'en ai lu, nous ne sommes pas assez force de proposition. C'est en tout cas mon point de vue. Lorsque je lis et lorsque je prends part dans ce qui se fait dans les commissions, nous ne sommes pas assez force de proposition. Quand on n'est pas force de proposition, eh ben, on perd la main. Ce qui est bien dommage parce qu'on est quand même la deuxième commune la plus importante de cette agglomération. Et donc, on pourrait obtenir des soutiens financiers, on pourrait être plus offensif, parce qu'il faut utiliser ce terme, nous ne sommes pas en guerre, hein, mais nous sommes quand même en charge de 6800 habitants sur le Perret, et de toutes les ramifications routières et autres, avec cette gare, avec toutes ces routes, avec nos équipements sportifs, nos associations culturelles, nous avons un rayonnement sur le territoire, et ce rayonnement, il est loin d'être neutre. Et donc, il faut en faire un élément encore plus positif aujourd'hui. Donc, être présent à la carte, l'être encore plus, être force de proposition, parce que la carte, c'est 60 millions d'euros de budget. Et donc, dans ces 60 millions d'euros de budget, il y a des éléments qui nous reviennent. Pourquoi? Parce que la fiscalité de nos entreprises, qui était autrefois perçue par la commune des Étangs, est maintenant perçue par la communauté d'agglomération de Rambouillet Territoire. Et qu'il y a des systèmes de retransfert, qu'il y a des fonds de concours qui permettent de financer les travaux d'investissement, ou peut-être d'être également plus, et là c'est là où je dis qu'on aurait un gros travail à faire, de la mutualisation. La mutualisation, ça veut dire quoi? On est plusieurs à avoir le même problème, on a tous besoin d'assurance, on a tous besoin d'une police qui soit efficace, et j'en sais quelque chose, j'ai été victime de cambriolage très récemment. On a tous besoin d'avoir un éclairage qui fonctionne correctement. On a tous besoin d'avoir des routes qui sont dessalées en temps et en heure. On a tous besoin d'une collecte en porte-à-porte pour nos déchets ménagers. Et bien tout ça, ça l'est déjà mutualisé dans le cadre par exemple du CITAM dont j'en parlais tout à l'heure. Mais ça pourrait l'être davantage. Très récemment, je l'ai lu encore tout à l'heure, comme quoi l'actualité est importante, il y a une prestation juridique avec un cabinet qui s'appelle SVP et qui est très reconnu, vient d'être pris par la commune du Perret pour adhérer à un contrat qui est signé par la carte. Donc la carte, soit elle est à l'initiative de cette mutualisation d'un service juridique qui peut permettre d'être plus performant, d'avoir une meilleure veille et donc de ne pas louper des opportunités. Parce que des opportunités, il y en a à tout moment. Je vais donner un exemple qui m'est déjà arrivé dans ma fonction. Un jour, un financeur, je suis désolée, je vais le citer, il s'agit de la région, signale, voilà, les 5 premiers qui proposeront un dossier, je finance. Eh bien, vous avez intérêt d'avoir un dossier financier et un dossier technique tout à fait prêt à partir pour pouvoir être sélectionné et obtenir 20% de subvention. Certes, il va peut-être être plafonné votre budget, mais c'est quand même 20% pour lequel il n'y aura pas besoin de lever d'impôts, d'augmenter un tarif à la population, parce que tout est lié. On n'est pas dans une perspective de proposer une réduction de la taxe d'habitation. Pourquoi? Parce qu'on perd la main sur le taux pour les 3 prochaines années. Ça, c'est la loi que vous avez aujourd'hui sur le fait que vous allez soit payer moins, soit plus du tout d'ici 2023 de taxe d'habitation. En réalité, la commune va continuer à percevoir une taxe d'habitation. Hein, donc là, je reviens sur le thème, vous avez compris la transition. Va continuer à percevoir la taxe d'habitation. Je ne connais pas encore toutes les modalités sur le Perret, parce qu'il y a des coefficients rectificateurs qui font que... Mais c'est vrai que le taux est resté stable, bien qu'on a quand même obtenu des petites subsides supplémentaires. Hein. Tout le monde a pu voir sa taxe foncière légèrement augmenter. Il y a tout un tas de partenaires qui ont plus ou moins d'augmentation. Mais c'est parce que les bases locatives bougent. Et ça, elles sont votées par l'État. Et elles profitent à la collectivité, qui du coup dispose d'un petit peu de marge de manœuvre qui est perdue ailleurs par la DGF qui ne fait que diminuer. Donc il y a des jeux et des mécanismes qui sont en permanence en train de fonctionner. Vous pouvez imaginer un énorme mécanisme, une horloge avec des petits, des gros, des moyens et tout est lié. Lorsque l'on fait bouger un curseur, il y en a un deuxième qui va avancer. Il faut que tout soit bien lubrifié et que tout avance en même temps. Et donc, pour ça, eh ben, il faut bien entendu un chef d'orchestre. Donc là, on vous propose Dunia. Mais il faut également toute une équipe. Moi, j'ai fait partie et j'ai décidé de pouvoir faire partie de cette équipe, comme je le disais, parce que je pense que mes compétences, mon savoir-faire, ma curiosité, ma pugnacité aussi, font que je vais également au bout des choses et je cherche. Pour ce que j'ai pu constater, je trouve qu'on n'a pas été chercher suffisamment des financements. Ce n'est pas facile d'en trouver. Ça ne pousse pas comme les champignons à la Toussaint.
Mais si on connaît bien ces mécanismes, on peut obtenir de chaque partenaire, et on y est autorisé jusqu'à 70% de financement. On n'arrivera pas sur chaque dossier à avoir ce financement-là. Mais si on obtient entre 30 et 40% de financement sur chacun de nos projets d'investissement, sur le fonctionnement de certaines structures, je pense à une éventuelle nouvelle crèche ou un équivalent, nos différents partenaires, la CAF, la région, le département, l'Interco, le PNR, sont autant de partenaires qui peuvent nous soutenir dans le développement du paiement en ligne. Et bien entendu, le fait éventuellement d'avoir alors sans augmenter la fiscalité, si on augmentait, je n'espère pas la fiscalité, puisque moi aussi j'aurais à en payer davantage, mais si on autorise les habitants à construire un peu plus sur leur terrain certains types d'habitations, on touche plus de taxes foncières. D'autoriser une véranda, d'autoriser un abri de jardin, etc. Tout ça, ça fait des recettes supplémentaires. Et donc ça permet de fonctionner et de créer des équipements qui vont avec l'accroissement de la population. Puisque vous en avez tous entendu parler, il est question quand même d'avoir un accroissement de la population. Alors, il y a le grand projet de la Perche aux Mars, mais il y en a d'autres qui sont peut-être pas encore connus, qui seront peut-être plus discrets, moins médiatisés. Néanmoins, chaque projet va apporter des habitants avec des nouveaux besoins. Et donc, entre les nouveaux besoins et la population vieillissante, eh bien, il faut être en capacité de se coordonner et systématiquement d'être, comme je le disais encore, une force de proposition. Voilà. Je pense que mon temps est à peu près imparti. Je serai bien entendu à votre disposition. Tout à l'heure, on aura un temps d'échange. Si vous souhaitez des chiffres plus précis, j'ai des petites fiches. Après, j'en ai en tête. Je n'ai pas connaissance dans toute sa subtilité de l'état du budget aujourd'hui, même si j'en ai quand même une certaine analyse, mais je serai à votre disposition tout à l'heure au moment du buffet pour pouvoir discourir des sujets qui entourent les finances. Je vous remercie. J'aime bien toujours commencer par l'état des lieux, l'analyse de l'existant, qu'est-ce que j'hérite avant de démarrer sur ce que je propose. Merci Stéphanie. Je vais vous parler un très court instant de démocratie locale. On l'avait un petit peu évoqué lors de la réunion précédente. Je pense que la transformation, elle est culturelle aujourd'hui. La politique, ce sera ma responsabilité. Mais le pouvoir, j'ai envie que ce soit le pouvoir des citoyens. Voilà. Et donc j'ai envie de remettre le citoyen, le pouvoir de décider, le pouvoir d'agir. J'ai envie de remettre le citoyen au cœur du dispositif. Et j'ai envie de mettre en place un dispositif qui soit à la fois humain et digital. On se dote d'outils qui nous permettent de faire et de réaliser cette démocratie, de réaliser la citoyenneté participative. J'ai envie de m'y prendre de cette façon-là. Impulser, accompagner, alors impulser les initiatives citoyennes, les projets que les citoyens ont envie de mener sur évidemment des sujets à impact positif, qui sont environnementaux, écologiques, sociaux. Donc les impulser, les accompagner, leur mettre tous les moyens, qu'ils soient de communication, qu'ils soient financiers, ou simplement d'accompagnement et de conseil. D'une part. Ensuite, j'ai envie vraiment de me donner la capacité de répondre de mes propres actions et de mes propres projets. Quand la commune met en place un certain nombre de sujets, de projets et d'actions, elle doit aussi se responsabiliser là-dessus. Elle doit faire son bilan là-dessus. Elle doit proposer ce bilan à ses citoyens. Donc j'ai envie de faire ça. J'ai envie de vous proposer, voilà mon bilan, voilà mes succès et voilà mes échecs. Et c'est là où culturellement c'est un peu compliqué. En France, en tout cas, on n'a pas cette culture de l'échec. Et moi, je pense que l'échec, c'est encore plus instructif que le succès. C'est là où on en tire tous les enseignements. C'est là où on avance. C'est là où on dit, là, on a mal fait. Pourquoi on a mal fait? Alors peut-être que c'est pas facile, peut-être qu'on a des contraintes qui sont celles qu'on connaît, qui sont celles-ci, celles-là. On connaît mieux nos contraintes et on avance mieux en connaissant nos contraintes. Voilà. Et en échouant, on avance beaucoup mieux. Et de
façon beaucoup plus saine. Et en tout cas, en donnant ces informations aux citoyens, ça permet également de les responsabiliser sur la prise de décision. Donc la participation citoyenne, c'est aussi ça. C'est aussi, en tant que commune, qu'on soit exemplaire. En tant qu'élu, qu'on soit exemplaire dans notre façon d'appréhender la démocratie et d'appréhender le participatif. Le participatif, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai pas envie de revenir, ça fait complètement partie de notre ADN. C'est comme ça qu'on a fonctionné, même en période de campagne électorale, et c'est comme ça qu'on fonctionnera par la suite. On ne sait pas faire autrement. On se dotera d'outils, parce que c'est aussi dans notre ADN, c'est dans notre façon de travailler. C'est ce qu'on développe tous les jours comme outil, comme dispositif pour le faire. On discute avec les citoyens et on crée les plateformes qui permettent de recenser, de récolter les besoins et de faire discuter, faire participer pour construire ou faire voter. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Très concrètement, par exemple, dans les conseils municipaux, alors quelque chose qui est très facile à mettre en place et qui n'est pas du tout coûteux. Alors peut-être sauf pour ceux, moi en l'occurrence, je vais passer peut-être un petit peu de temps à le faire, mais j'ai envie de le faire. J'ai envie de faire des restitutions vidéo de tous les conseils municipaux. Pourquoi? Parce que les restitutions vidéo, elles vont s'adresser à tout le monde. Tout le monde n'a pas le temps nécessaire à consacrer à une lecture exhaustive, etc. Il y aura cette information aussi, exhaustive, sur papier ou pas, mais il y aura aussi une information simple, rapide, facile à acquérir. Et surtout, ces vidéos, je les veux courtes et je les veux pédagogiques, je les veux vulgariser et vraiment pouvoir donner la possibilité aux citoyens de comprendre tout le vocabulaire qui est utilisé. Et là-dessus, j'apprendrai énormément de choses aussi. C'est ça l'intérêt d'un mandat, c'est que sinon il n'y aurait pas de mandat. S'il n'y avait que les sachants et ceux qui ont la connaissance qui ont le droit d'être sur place, bon bah alors il n'y a plus de place pour personne. Donc l'avantage quand on ne sait pas, c'est qu'on pose des questions, qu'on se renseigne, puis qu'on apprend. Moi ce que j'ai envie, c'est d'apprendre et aussi de restituer. Voilà. Et là-dessus, c'est une vraie responsabilité et c'est un vrai engagement que j'ai envie de prendre. J'arrête sur la démocratie locale, vous avez compris le message, et puis je vais passer la main à Gaëtan, juste là, sur les mobilités. Donc, merci à vous tous et à vous tous d'être présents. Moi, je vais m'occuper de la partie mobilité, qui est un enjeu majeur pour notre programme, pour notre équipe. Un engagement fort dans notre programme, pour apporter des solutions concrètes aux Pleurotains au cours de ces 6 prochaines années à venir. Notre engagement est simple, c'est de faciliter les déplacements du quotidien au Perret pour une circulation sûre et apaisée. Pour ça, je vais vous exposer 3 projets qui nous importent, qui nous tiennent à cœur. Un premier projet sur la voiture, avec l'accès à la nationale 10 en direction de Paris à la Croix Saint-Jacques. Un deuxième qui sera sur le vélo, avec la création d'un plan vélo pour une pratique du vélo en toute sécurité. Et enfin, un troisième volet sur le transport à la ronde avec les navettes à la ronde. Premier projet, l'accès à la nationale 10 par la Croix Saint-Jacques. Donc, partons d'un constat simple. En heure de pointe au Perret, la circulation est extrêmement difficile, que ce soit pour amener les enfants à l'école ou alors pour se rendre au travail, puisque nous sommes obligés de traverser tout le centre-ville pour après rejoindre la nationale 10 par l'Artois et sur la place Paris. Notre proposition est simple, c'est de désengorger le trafic en centre-ville par la réalisation de l'accès à la nationale 10 à la Croix Saint-Jacques. Alors vous allez me dire, c'est pas une révolution puisque ça fait depuis 2008 que c'est annoncé. Et donc pourquoi ça bloque? C'est ça qui est important. C'est que le préfet estime qu'il n'y a pas besoin de cet accès à la nationale 10, car il n'y a pas cette circulation. Quels sont nos leviers pour débloquer cette situation? On a 2 arguments à proposer et on va pousser auprès du préfet. Le premier de ces arguments est que la réalisation de cet accès est une condition sine qua non, une condition non négociable pour répondre aux besoins actuels et futurs en termes de déplacement sur la commune. Pour ça, nous avons une position simple et claire, c'est avant de construire des logements, on doit déjà proposer aux Pleurotains des infrastructures adaptées pour répondre aux besoins réels des déplacements actuels. Le deuxième argument sera de démontrer que ce projet n'est pas simplement d'intérêt communal, mais même d'intérêt intercommunal. Pour ce faire, nous recenserons aussi les circulations provenant de nos communes voisines, les Brévières, Saint-Léger. Ce n'est pas un caprice de Pleurotain, mais bien un besoin réel pour fluidifier la circulation dans le centre.
Deuxième projet, la place du vélo. Ça nous tient particulièrement à cœur. Nous devons faire davantage pour encourager la mobilité active. Ça fait penser à une anecdote qu'on a eue en porte-à-porte. On a rencontré une maman qui nous expliquait son expérience d'usager du vélo et qui nous expliquait qu'elle amenait sa petite fille en vélo jusqu'à l'école, jusqu'au jour où un camion lui est passé à quelques centimètres d'elle et de sa petite fille. Et depuis, le constat est simple, c'est qu'elle décide de prendre la voiture pour plus éviter de prendre un nouveau séance scolaire. Ça démontre quoi? Ça démontre qu'il n'y a pas un besoin d'équipement. On a quasiment tous un vélo finalement chez nous. Le réel besoin, il est en infrastructure pour permettre une pratique sûre en assurant à la fois la continuité des voies cyclables de notre commune et assurer l'interconnexion aux communes environnantes. Là, on pense notamment aux Brévières. Aux Brévières, sur la route pour aller aux Brévières, il y a des chauffards qui roulent à toute vitesse. Et quand on a un vélo, on a une petite sueur, la petite sueur qui nous coule du front. Pour cela, il faudra également installer des parcs vélos sécurisés pour être sûr qu'une fois qu'on dépose le vélo, qu'on le retrouve bien en fait à la sortie. Ça peut être pratique pour rentrer chez soi. Et à terme, ça nous permettra de développer en tout cas l'un des projets aussi qui nous tient à cœur, pour sensibiliser les enfants aussi à la pratique du vélo, avec le ramassage scolaire en vélo bus. Pour cela, nous avons des partenaires, notamment l'association Atelier Cycleur aussi, fortement impliquée au Perret, le comité de pilotage du pacte de transition, que nous avons signé aussi, et sur lequel nous sommes engagés à investir 25 € par an et par habitant pour mettre en place la pratique en toute sécurité du vélo, et la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, qu'on a rencontré avec Louis Soudé, et qui justement a appuyé favorablement notre projet de construction de liaisons douces aux abords des étangs et rigoles pour permettre à la fois la pratique du vélo et également de profiter du paysage naturel. En profitant de la réserve naturelle, c'est ça, qui va arriver là prochainement. Enfin, troisième et dernier projet, pour vous démontrer qu'on va être dans les solutions pratiques et efficaces, c'est la mise en place du service de navette à la demande. Aujourd'hui, l'intercommunalité en Montpellier Territoire propose un service de navette à la demande à destination notamment des personnes qui n'ont pas d'autre choix de prendre la voiture et qui sont forcément contraints de l'utiliser. Cela facilite à la fois la mobilité en heure creuse, parce que pour avoir un bus qu'on attend 1 heure, entre 10h et 11h, c'est assez difficile. Je peux faire l'expérience en période de grève, je peux vous assurer qu'on n'est pas bien. Et donc du coup, ça permet à la fois de connecter les communes entre elles et de rapprocher aussi les habitants des services clés de la ville-centre en Bouillie. Aujourd'hui, toutes les communes qui nous entourent ont mis ce service à disposition de leurs habitants. Toutes, sauf le Perret. À l'avenir, nous mettrons ce service à disposition des Perrotins, qui répond à un besoin réel qui nous a été remonté de par nos porte-à-porte. Et là, c'est un exemple concret qui démontre notre volonté de mettre en place des solutions efficaces et pragmatiques pour la mobilité des Perrotins. Bonjour, moi c'est Aïssatou Traoré. Actuellement, je travaille plus sur les chantiers, donc ça c'est un tout nouveau exercice pour moi. Ça fait 10 ans que je travaille dans tout ce qui est pilotage de chantier en électricité, côté bâtiment, et pilotage de contrat. Donc là, je vais vous parler de transition écologique et énergétique opérée. Donc, à l'échelle locale est primordiale pour la transition écologique. Il faut savoir que 70% des enjeux, des leviers pour mener cette transition se jouent à l'échelle d'une ville. C'est pourquoi nous nous engageons à en faire une priorité. La transition écologique passe par tous les domaines de développement durable. Donc, ça passe par le social, le climat, la biodiversité et l'économie, bien sûr. Donc, nous avons d'ailleurs signé le pacte pour la transition avec l'UNIA. Donc, le pacte pour la transition, vous en avez peut-être entendu parler. C'est 32 mesures qui ont été décidées au niveau national. Et pour le Perret, il y a 12 mesures qui sont ciblées et qui seront à déployer pour notre ville. Donc, pour revenir un peu sur notre projet sur le Perret, pour ces mesures, nous
locales et les besoins des pleuretins. Les plans d'action seront détaillés via des fiches techniques et chaque pleuretin aura la possibilité d'apporter ses idées. Donc, pour revenir un peu aux différentes mesures, donc aux 12 mesures du PRS, je vais juste vous détailler une des mesures, sinon ça va être trop long. Donc la première mesure, c'est mener une politique de sobriété et d'efficacité énergétique des bâtiments. Donc comment sur le PRS? Comment peut-on mener cette mesure à bien? Donc pour le PRS, ce que nous imaginons aujourd'hui, c'est d'étendre par exemple le parc photovoltaïque qui est déjà existant et fonctionnel sur la ville. Nous avons la chance d'avoir un parc photovoltaïque sur plusieurs bâtiments de la commune, notamment ici à la Maraude. Donc par exemple sur le CTF, nous avons 72 panneaux photovoltaïques qui couvrent aujourd'hui 20% du besoin annuel en énergie de tous les espaces de la Maraude. Donc l'objectif de cette mesure, c'est de pouvoir, par exemple, arriver à couvrir 100% du besoin énergétique des bâtiments collectifs du PRS. Donc ça, c'est pour la production en photovoltaïque. Donc toujours pour cette mesure d'efficacité énergétique, nous envisageons de diversifier les sources de production. Donc ce que nous envisageons de faire en local, c'est d'installer une unité de méthanisation biogaz. Donc, comment ça marche le biogaz? Le biogaz, c'est un processus de méthanisation. C'est un procédé naturel de dégradation de la matière organique par les bactéries. Donc, après méthanisation, nous obtenons du biogaz pour faire d'un côté soit de l'électricité, soit de la chaleur, et de l'autre côté pour faire du digestase, un détritus, c'est un résidu qui peut être utilisé comme engrais naturel. Donc ça on a une double fonction. Donc cette solution permet d'utiliser des ressources qui sont à portée de main et de diminuer la production grâce à une économie circulaire vertueuse. Combien ça coûte et qu'est-ce que ça produit concrètement le biogaz? Prenons exemple par exemple une centrale de 100 kW de biogaz, donc avec des matières premières telles que des déjections de chevaux, parce que les chevaux, on en a à amener, ils utilisent des vaches, si on peut utiliser des chevaux par exemple, des déjections de chevaux, des déchets alimentaires, tout le monde en a chez soi, dans les collectivités, il y en a aussi, et des déchets verts, les feuilles mortes, les pelouses, voilà, ça on en a aussi avec la forêt à côté. Donc pour ça, donc avec ces matières premières-là, on peut compter à peu près pour 100 kW un budget estimatif de 800 000 € pour ce projet-là. Investissement, plus les coûts associés, les frais d'études, les frais administratifs. Donc en énergie, qu'est-ce qu'on obtient avec tout ça? On obtient 620 MWh pour l'électricité et 980 pour la chaleur. Donc, et en engrais, on a 9200 m3 de digestat. Vous allez me dire que ça, c'est pas très parlant. Pour vous donner des ordres de grandeur, on peut prendre par exemple, avec cette énergie-là, on peut alimenter en électricité 200 foyers de 4 personnes par exemple. On peut, donc j'ai pris concrètement la mesure, j'ai pris ce que je consomme en électricité dans l'année, on est 4, donc j'ai calculé par rapport à cette base-là. On peut alimenter en gaz 100 foyers, donc voilà pour le résidentiel. Avec cette énergie-là, on a aussi une autre possibilité, on peut par exemple couvrir 100% de l'éclairage public et on peut couvrir les petits bâtiments collectifs qui sont aujourd'hui alimentés en tarif bleu. Donc moins de 6 le tarif bleu, c'est le petit compteur EDF, donc c'est pour les petits bâtiments. Donc voilà ce que je voulais vous dire, je voulais partager avec vous sur le biogaz. Donc après, en plus de tout ce qui est production locale, il y a quand même aussi une optimisation à faire sur les bâtiments qui sont existants, parce que comme on dit souvent, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Quand on voit, par exemple, que sur le Perret ici, le bâtiment le plus énergivore, c'est le centre de loisirs. Donc ça, c'est pas l'INSEE, c'est pas la DEM qui le dit, c'est le Perret Info. Donc c'est vraiment, c'est du local. Sachant que ce bâtiment date de 2014. Donc 2014, c'est quand même assez récent. Donc ça veut dire que même sur les bâtiments récents, on a quand même des leviers et il y a de l'optimisation qui est possible. Donc en plus des projets menés par la collectivité pour les bâtiments collectifs, chaque citoyen peut à son échelle aussi avoir un impact non négligeable sur la réduction de consommation d'énergie de la ville du Perret.
Donc demain, qu'est-ce que nous envisageons de faire par rapport à ça? Ce que nous proposons, c'est de mettre à disposition des Perrotin un service local d'information et d'accompagnement pour la mise en place de projets visant à optimiser la consommation d'énergie. Donc ce service, les points qui seront traités par ce service, ça sera le traitement des passoires thermiques par les rénovations, la proposition des plans de financement directement aux particuliers, une visibilité claire des aides régionales accessibles, vraiment en local sur le terrain, et la construction d'un vivier d'entreprises locales à l'échelle régionale pour la réalisation des travaux. Donc avoir vraiment un vivier de confiance à qui les Perrotins, vers qui les Perrotins peuvent s'adresser pour réaliser après, pour concrétiser les solutions qui seront retenues. Donc il faut savoir que notre ville, c'est 72% de propriétaires, c'est plus de 3000 habitations et c'est 80% de logements construits avant 2006. Donc là aussi, il y a de la matière, on peut faire pas mal de choses. Une famille consacre en moyenne 2 900 € par an dans ses dépenses en énergie, donc eau, gaz, électricité. Donc ça, ce sont les chiffres de l'ADEME, c'est la moyenne française. À la maison, je prends juste un exemple personnel, il y a pas mal de petits gestes aussi qu'on peut mettre en place. Donc ça aussi, ça sera un peu l'objectif de l'espace d'information qui sera dédié vraiment à l'accompagnement de tous les Perrotins. Si je prends exemple sur notre facture d'électricité à la maison, avec mon conjoint, avec mon mari, on scrute tous les ans notre facture d'électricité à notre petite échelle. Et cette année, on a décidé de changer de fournisseur d'énergie, on change à peu près tous les 2 ans. Et on a découvert un nouveau fournisseur qui s'appelle Équateur, que je ne connaissais pas il y a 2 mois, et qui propose une production 100% renouvelable pour l'électricité et pour le gaz, on dit que c'est du gaz naturel et du biogaz, et on va gagner 5% sur l'année. Le gain n'est pas là, le gain c'est surtout pouvoir encourager à sa petite échelle cette production d'énergie renouvelable en souscrivant des contrats comme ça. Voilà pour l'énergie. Après, juste un petit mot sur les déchets. Donc sur les déchets, en plus de toute la sensibilisation qu'aujourd'hui on a à faire sur le terrain, sur les habitants, en commençant par les écoles, aujourd'hui il existe des zones de tri étendues où ils acceptent par exemple par les terre à terre des produits à route, des sachets de pâtes, on ne peut pas mettre dans une poubelle de tri, suivant les pictogrammes qui sont indiqués dessus. Il faut savoir qu'il existe des villes qui acceptent ces éléments-là, toute la grande couronne parisienne par exemple. L'objectif aujourd'hui, c'est de tendre vers ces zones avec la carte et de pouvoir vraiment augmenter le volume de déchets recyclables. Et en fin de compte, de pouvoir dans une famille, quand on enlève tous les déchets compostables et tous les déchets recyclables, de revenir vraiment sur quelque chose de très minimaliste. Dernier point, un mot sur la cuisine centrale. Donc, on a une cuisine centrale au Perret qui n'est pas exploitée actuellement. L'objectif, c'est de pouvoir remettre en service cette cuisine centrale en partenariat avec les autres villes de la carte. Pourquoi pas un système de relais. L'été, par exemple, où les cuisines ne sont pas utilisées à 100%, de se relayer, de communaliser avec les autres villes. Si je prends l'exemple, par exemple, il y a une ville qui s'appelle Saint-Léger dans le nord, à côté de Valenciennes, et qui ressemble beaucoup au Perret, un peu plus de 6000 habitants. Donc, ils ont une cuisine centrale qui fonctionne très bien avec des produits locaux. Ils produisent 800 repas par jour. Donc voilà, c'est quelque chose de possible qu'on peut proposer demain. Et pour les centres de loisirs, la maison de retraite, les écoles, et pourquoi pas proposer un service complémentaire de livraison de repas à domicile pour les personnes âgées. Voilà pour ces items. Merci. Je vais reprendre la parole pour vous parler un petit peu d'attractivité économique locale. J'aimerais bien qu'on enclenche la seconde vitesse au Perret-en-Yvelines. Il y a des choses à faire qui ne demandent pas forcément de moyens, mais une question de volonté, voilà, d'idées et de volonté.
Connecter une population de talents avec une population d'entreprises, c'est déjà une première idée qu'on peut facilement mettre en place. J'ai discuté avec plusieurs chefs d'entreprise dans la zone industrielle de Péronne-Yvelines, qui est vraiment une zone en croissance et très dynamique. Ils ont des besoins, ils ont des besoins en recrutement, ils ont aussi des personnes qui travaillent chez eux, qui sont des consommateurs potentiels dans nos centres-villes. Donc ça, c'est une population qu'on peut croiser avec nos talents. Encore faut-il avoir un vivier de talents, encore faut-il connaître ce vivier de talents. Donc moi, ce que je propose, c'est ça, c'est me doter de plateformes qui me permettent de recenser quels sont les talents de ma ville. Que je ne me retrouve pas dans une situation où je suis une entreprise qui cherche à recruter une personne qui existe en fait dans ma ville, sauf que je n'ai pas l'information et que je vais passer un temps infini à en trouver ailleurs, à la faire venir, etc. Vous avez compris le principe, je ne suis pas Pôle emploi, mais je suis un facilitateur de création d'emplois local. C'est possible. Une discussion très simple avec la biscuiterie RT il y a quelques jours. Alors, vraiment, d'une visite toute simple et d'une discussion sont sorties deux idées. Vous faites appel à l'alternance? Oui, pas vraiment, etc. Vous savez qu'il y a ça à mettre en place? Oui, ça peut être intéressant. Deuxième chose, vos produits, moi je les ai connus sur le marché de Rambouillet. Pourquoi je ne vous vois pas dans le centre-ville du Perret? Oui, mais c'est pas assez dynamique, etc. C'est pas intéressant pour nous d'avoir une boutique, il y a toute la distribution, etc. Ça s'entend. Mais il y a de nouveaux propriétaires dans le casino au centre-ville. Bon, bah, j'ai été les voir. Oui, ça vous intéresserait d'avoir des supermatènes qui sont produites, opérées en Yvelines par une société qui existe depuis des générations? Ah, bah oui, très très bien. Moi, ça m'intéresse. Tous mes colistiers, ça les intéresse. Il y en a d'ailleurs dans le buffet tout à l'heure. Ben oui, bonne idée. On va mettre un stand et on va les proposer. Et vous êtes capable d'aller chercher les produits chez RT. Ils sont à 5 minutes en fait à la zone industrielle. Ah ben oui, pas de problème. Parce qu'en plus, nous, on prévoit aussi un service de portage de courses aux personnes les plus isolées, etc. Bon, bah bingo, ça fait du business pour Casino, ça fait du business pour RT, et ça sort d'une discussion. Voilà. Et personne n'a mis 1 euro dans la discussion. Donc c'est ça, il y a des choses qu'on peut mettre en place très facilement. C'est une question de volonté. Donc là-dessus, vraiment, c'est ce que j'aime, c'est ce que je fais tous les jours. Moi, je suis quelqu'un du terrain. J'adore parler aux entreprises, j'adore parler aux gens, les gens que je recrute, les gens qui sont mes clients, etc. Et donc, connecter ces populations-là. Et quand je parle de talent, c'est important pour moi aussi, parce que c'est notre jeunesse. C'est notre jeunesse qui se prépare à l'emploi, à l'insertion professionnelle, qui se prépare à passer des entretiens, à faire des CV, etc. Alors, toute cette population-là qui est en train de se préparer, tout n'est pas fait dans le cadre des écoles et des cursus de formation. Dans notre programme, vous allez lire une petite ligne sur un espace de coworking qui est un espace de travail partagé. Aujourd'hui, ma société est basée dans un espace de travail partagé. Alors, pas opéré, zut, il n'y en a pas aujourd'hui, mais ça fait partie de mes projets parce que je serai la première à installer ma société, parce que je suis persuadée qu'un espace de travail partagé en plein centre-ville, on a une chance d'avoir une gare au Péronne-Ville, va nous attirer des travailleurs, une population d'actifs qui vont consommer local chez nous. Et ce bâtiment, pour revenir juste à l'aspect immeuble, je veux qu'il soit hybride. Je veux qu'il accueille aussi notre jeunesse dans le cadre d'ateliers qui vont être organisés de façon semestrielle, où on va organiser des ateliers de rencontres entre les travailleurs de l'espace de travail partagé et les jeunes qui s'apprêtent à aller vers le monde du travail. Pour voir en face d'eux qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur, qu'est-ce que c'est qu'un chef d'entreprise, qu'est-ce que c'est qu'un travailleur ou un télétravailleur, qu'est-ce qu'il peut donner comme conseil, qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour le jeune, pour l'aider à mieux se présenter pour son entretien, à mieux être préparé face à l'entreprise qui va l'embaucher demain. Et là, je parle de notre jeunesse stéréotype. Donc je pense que ça fait partie aussi de notre responsabilité. Et encore une fois, je ne suis pas Pôle emploi, mais voilà, j'ai envie de mutualiser tous les projets que je vais mettre en place
j'ai envie que ça rayonne sur plusieurs sujets. Voilà, je veux pas créer de silo. Je veux pas faire un projet pour ce projet. Je veux que les projets puissent rayonner, puissent se décliner et puissent avoir un impact sur plusieurs aspects. On a parlé de l'espace de travail partagé. J'ai aussi envie de parler du centre-ville. C'est quand même le poumon de notre ville. Les personnes qui vont travailler dans cet espace partagé vont venir déjeuner en fait le midi. Ils seront en place centre-ville. Ils vont déjeuner dans un restaurant, ils vont faire leurs courses dans les petits casinos, ils vont acheter leurs produits dans nos pharmacies et ainsi de suite. Ça va créer cette dynamique. Ça va vraiment créer la dynamique. Et ça, c'est important. Et cette dynamique-là, elle va se créer dans les heures creuses où le Perret est réputé être en dormance, en fait. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que finalement, les travailleurs quittent le Perret le matin, hein, c'est vie tous les jours, et puis ils reviennent le soir. Alors quand ils reviennent le soir, moi j'ai envie de leur proposer un marché nocturne. Je ne vais pas enlever un marché actuel, très bien, mais j'ai envie d'offrir cette offre supplémentaire de marché nocturne pour les actifs, encore une fois. Ils viennent le soir, on est vendredi soir, et ils font leur petit marché, ils achètent leurs poulets rôtis, leurs petits produits. On va se mettre en ordre de marche avec les associations qui sont très actives sur le sujet. J'ai parlé à Gérard dernièrement, qui est là, et Biplette, et qui m'a parlé de plein de producteurs dans la région qui font de super produits. On en a goûté certains. Voilà, c'est facilement mis en place. Pourquoi pas utiliser l'expertise qui est aujourd'hui là, dans le cadre des associations qui existent, leur faire bénéficier, nous, de nos dispositifs de com, etc., en tant que commune, et les embarquer dans l'aventure avec nous. Donc oui, un marché nocturne, je pense que ça peut être pertinent pour encore une fois, répondre aux plus grands nombres. Voilà, vraiment aux plus grands nombres. Avoir toujours une offre qui réponde à tous les besoins. Parce que le Perret change et va continuer à changer. Alors pas changer structurellement, mais quand même, on va accueillir. Moi, je suis issue de la nouvelle population du Perret. Je suis arrivée il y a 5 ans dans le cadre du projet Kaufmann de la Forêt Verte. J'ai 2 enfants, on est des dizaines et des centaines dans ce cas-là. Ça va continuer. Donc c'est une population qui arrive avec des besoins de consommer, voilà, et des besoins de consommer local, parce que tout le monde aujourd'hui est alerte sur ces sujets-là. J'ai juste envie de rebondir une seconde sur ce que tu disais, Aïssatou. Vendredi, on a assisté à une conférence de ce jeune homme, alors j'ai rien perçu, hein. Julien Vidal, je vous invite à lire, c'est pas mal. C'est une vision positive sur notre responsabilité du local, de l'écologie aussi dans le sens large, mais voilà, de revenir à du local. Et prendre cette responsabilité-là et la mettre en place avec des actions très concrètes, très faciles à mettre en œuvre et se déculpabiliser un petit peu de tout ça et dédramatiser le sujet. Voilà. Commencer petit, simple, par des petites mesures, des petites choses qu'on met en place qui ne demandent pas des financements extraordinaires, parce que de toute façon, les financements, quand on a besoin d'investir sur un gros sujet, un gros projet, on va faire appel aux subventions, des appels à projets, on va aller chercher les subventions là où elles sont, on est tous capables de le faire, mais voilà, il y a aussi d'autres leviers à mettre en place. Il y a le levier du financement participatif. Ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas suffisamment abordé, pourtant c'est complètement dans l'air du temps. En tout cas, c'est dans notre ADN, on y réfléchit spontanément en fait. Quand il y a des sujets sur lesquels on est ric-rac sur le budget, on se dit, bah, tiens, alors si c'est un sujet qui touche toi et moi, peut-être qu'on peut se mettre à plusieurs et lancer l'initiative. Je vous parle de ça parce que il y a le pavillon de l'Empereur qui est en risque et qu'on va perdre, c'est un patrimoine de notre commune. Pourquoi ne pas monter un projet de financement participatif pour le sauvegarder? Ça fait aussi partie des choses que j'ai envie de lancer. Alors c'est pas l'attractivité économique au premier regard, mais c'est de l'attractivité quand même, parce que c'est un attrait touristique pour notre ville. Puis c'est un attrait, c'est notre patrimoine. Donc pour nous, c'est aussi une fierté d'être en faveur de la préservation de notre patrimoine. Donc c'est un petit peu l'esprit, en tout cas, des propositions qu'on fait sur l'économie, sur l'attractivité. Faire jouer nos forces aujourd'hui, la zone industrielle, c'est notre grande force. Remettre un petit peu le coup de boost à nos faiblesses,
Donc le centre-ville qui est un peu en dormance, en préemptant les rez-de-chaussée pour un peu amener les commerces de bouche et redynamiser notre ville et pousser les Perrotins à consommer, mais aussi les personnes et les travailleurs qui vont venir de l'extérieur et qui vont travailler. Il faut absolument que cet espace de travail partagé soit en centre-ville. Ça, c'est la condition sine qua non pour que ça fonctionne. Je le sais d'expérience, et je le sais aussi, pas simplement par mon expérience, mais parce que j'ai fait appel à différentes personnes. Dans une ville comme Méré, la personne qui a créé un espace de travail partagé à Méré nous a fait part de son retour d'expérience et nous a dit la même chose. Voilà, si on est à plus de 10 minutes à pied, c'est fini. On perd l'intérêt en tout cas de ce type de bâtiment. C'est un bâtiment qui peut être très intéressant parce qu'on peut accueillir l'associatif, on peut accueillir la jeunesse, on peut accueillir un ensemble de personnes. Donc, mis bout à bout, ces propositions-là vont impulser une nouvelle dynamique, en tout cas opérée en Yvelines, une nouvelle dynamique sur la consommation, sur l'économie et donc sur l'attractivité locale de notre ville. J'arrête là et je te passe la main, Séverine, sur le bien vivre ensemble. C'est un vaste... Déjà, bonsoir à tous, je m'appelle Séverine Hernandez, donc moi je suis arrivée au Perret en 2013 et je suis ici grâce ou à cause de mes enfants qui ont beaucoup d'exigences et je me suis dit qu'on avait plein de choses à faire dans notre commune pour eux et pour toutes les tranches d'âge, nos enfants, nos parents, nos personnes qui ont peut-être plus besoin d'aide. Voilà, donc je vais vous parler de Vivre ensemble, en quoi cela consiste. Comment on peut retrouver l'esprit de village au Perret en Yvelines, parce que dans tous les porte-à-porte, on a rencontré beaucoup de personnes qui disaient avoir choisi le Perret pour son esprit de village et qui finalement trouvaient cet esprit de village un peu endormi, qui partait le matin travailler, qui revenait le soir, qui se sentait un peu seul. Donc déjà, comment on peut agir nous? Donc, déjà, on peut agir sur notre quotidien. Par exemple, pour les parents, on s'est tous déjà retrouvés à devoir faire garder nos enfants. Aujourd'hui, il y a une crèche municipale au Perret en Yvelines. Voilà. Pardon. Merci. Donc, par exemple, aujourd'hui, il y a une crèche municipale au Perret en Yvelines, il y a 20 petits. Beaucoup de Perrotins ont fait des demandes dans cette crèche, se sont fait refuser la place et ils ne savent pas pourquoi. Demain, nous voulons rendre public les critères d'admission dans cette crèche. Vous allez me dire, ça ne va pas être suffisant, il n'y a que 20 places dans cette crèche. La population évoluant, il va y avoir de plus en plus d'enfants. Nous avons aussi des micro-crèches. Il y en a quelques-unes sur le territoire de la communauté de territoire. Nous pouvons développer ça avec la communauté de territoire en participant davantage. Il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place. Vous avez pu lire dans notre programme qu'on avait le projet de créer une MAM. Alors qu'est-ce que c'est une MAM? Une MAM, c'est une maison d'assistance maternelle. C'est une association locale dirigée par moi, par des parents, par des grands-parents, par des gens qui ont du temps et l'envie de s'investir en tout cas. Ces lieux vont pouvoir embaucher ces lieux vont accueillir entre 2 et 4 assistantes maternelles qui, elles, vont accueillir entre 8 et 16 enfants. Donc, rien. Ça fait 16 enfants de plus gardés au Perret en Yvelines. Comment c'est financé? Eh bien, c'est très simple. C'est avec des subventions, avec les conseils départementaux, avec la CAF. Surtout qu'au département, dans les Yvelines, l'aide est vraiment intéressante. On donne à peu près 1 000 € par enfant pour tout ce qui est achat de matériel. Donc tout ça peut faciliter le quotidien des parents et le fait d'être dans une structure collective où il y a plusieurs assistantes maternelles va permettre d'aller aux absences éventuelles par exemple. Et puis avoir le stress de la nuit malade le matin. Voilà, donc ça c'est pour les petits. Donc après, pour ceux qui ont des enfants plus grands, vous avez rencontrer les écoles du Perret en Yvelines, elles aussi sont surchargées. Alors on ne va pas promettre d'ouvrir une classe supplémentaire, ça c'est le ressort de l'éducation nationale. Par contre, on peut améliorer le quotidien de nos enfants. Comment peut-on faire? Eh bien, déjà, on peut garantir une assiette par classe, au moins en école maternelle. Ça permettrait plus de fluidité. Ça permettrait aussi d'apprendre à leur rythme selon leur degré d'autonomie. Ensuite, on peut utiliser, tu parlais de ça, du quotidien plus
On peut créer des instances de parents d'élèves. Ça existe juste à côté aux Essarts-le-Roi. Donc on réunit les parents d'élèves, on les consulte sur les sujets du quotidien. On leur donne notre support, on se coordonne pour tout ce qui est communication. Alors ça peut être des sujets comme par exemple les grèves, comment prévenir les parents, une invasion chenille, comment prévenir les parents. Ça peut être aussi construire ensemble les repas de nos enfants à la cantine, parler d'accessibilité. Donc, par exemple, aider au platane, on a peut-être besoin de faire quelques travaux d'accessibilité. Ces gens-là ont leurs enfants dans les écoles du Père Mobile. Ces gens-là ont une expérience. Ils ont des idées. Donc, il y a l'accessibilité. Il y a aussi beaucoup de sujets qui sont montés actuellement. Vous savez qu'on a 3 écoles du Père Mobile. Elles sont à peu près toutes à la même heure le matin. Avec cette fois, par une mobilité douce tout à l'heure, je pense qu'on peut discuter avec ces parents-là de pédibus, de vélibus, de ramassage scolaire à mobilité douce, pour encore une fois faciliter le quotidien des parents du Père Mobile. Donc les enfants grandissent un peu, ils ont maintenant 16 à 25 ans, et ils ont des projets, ils ont des objectifs. Ces projets peuvent être à caractère humanitaire, solidaire. Nous pouvons les aider. Nous pouvons les aider à chercher des sponsors, nous devons les aider à les mettre en relation avec les bonnes personnes, les gens qui ont déjà eu ces expériences-là. La mairie peut intervenir. Nous avons aussi des seniors ou des personnes qui ont besoin de nous également au Père Mobile. Donc, au cours de nos rencontres, ces personnes nous ont dit avoir besoin de conserver leur autonomie au maximum, rester chez eux au maximum. Moi aussi dans ma famille. Ces personnes-là ont des besoins très simples. Parfois, il peut s'agir d'avoir un repas à domicile. Mais ces personnes-là évoluent aussi dans un monde de plus en plus numérique, ont beaucoup de soucis, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de démarches que vous pouvez faire que par ordinateur. Donc demain, nous, on a envie de créer un poste de référent numérique pour les aider. Les seniors, les dyslexiques, toutes les personnes qui auront un souci avec le numérique. On a aussi envie d'aider les personnes qui en ont besoin. On fait un chez nous d'accompagnement social et solidaire. Alors, on va les mettre en relation avec les bonnes associations, mais on va aussi les suivre. Parce que les démarches, ça prend du temps, c'est pas toujours très évident. Donc, encore une fois, si on a une bonne personne autour de la table, ça peut être plus efficace et peut-être moins lourd à porter pour une personne en besoin. Voilà. Les seniors qu'on a rencontrés nous ont aussi dit souffrir beaucoup de solitude. Et pourtant, elles ont de l'énergie, elles ont des passions, elles ont des métiers, elles ont des recettes à partager. Et toute cette transmission nous semble essentielle. Nous avons beaucoup de jeunes opérés, nous avons beaucoup de seniors opérés. Donc les personnes actives peuvent être intéressées par un atelier de partage de recettes de grand-mère. Des choses assez simples finalement. Et nous avons envie de mettre ça en place. Ensuite, je passe à l'aspect sécurité, qui fait aussi partie de notre quotidien. Donc aujourd'hui, il y a besoin de renforcer les effectifs de la police municipale. Il y a beaucoup de travail à faire aux abords des écoles, avec toute la circulation qu'il y a. Et il y a aussi beaucoup de travail de prévention à faire. Un seul agent ne peut pas le faire tout seul. Travail de prévention pour lutter contre les dégradations publiques et tout un tas d'autres choses. Il y a aussi une grosse réflexion à mener sur les éclairages. Alessa est plus experte que moi dessus, mais en général, le sentiment d'insécurité nous était inventé par des personnes qui rentraient tard le soir du travail ou qui partaient tôt le matin, qui se retrouvaient à rentrer chez elles avec leur dernier pourcentage de batterie à s'éclairer pour juste avoir une réveillée. Donc nous pouvons moduler les horaires de l'éclairage public. Nous pouvons réfléchir aussi à comment faire en sorte que les gens qui utilisent les nombreux sens du Perret puissent rentrer chez eux tout simplement le soir pour partir travailler le matin. Donc voilà, il y a aussi quelques sujets. Enfin, nous avons aussi des temps libres. Nous pouvons restaurer l'esprit du village. Il y a aussi une dimension plaisir à avoir. Il y a beaucoup d'associations Père Mobile. Elles ont besoin d'être écoutées, elles ont besoin d'être présentes avec nous parce qu'il y a
des décisions qui sont prises, des nouveaux équipements, de nouveaux horaires, peut-être tout simplement parfois. Et nous avons besoin d'un lieu de rencontre. Le lieu existe déjà, c'est le parc. Ce lieu nécessite un aménagement poussé pour pouvoir accueillir plus de personnes, de tous âges. Les aires de jeu que nous avons ont besoin d'être sécurisées. Il est juste impensable de continuer à courir après nos enfants qui préfèrent aller chercher les voitures que jouer tout simplement dans les jeux du parc. Existe déjà. Alors vous allez me dire c'est très coûteux. Oui, certes, c'est coûteux, mais il y a peut-être des jeux qui sont un peu moins coûteux. Les enfants passent énormément de temps avec juste une marelle sur le sol, juste un jeu, plus un lampion, un circuit géant pour les porteurs, je ne sais pas. Il y a peut-être des solutions plus simples et moins coûteuses. Nous avons un lieu pour le retrouver, nous avons aussi besoin de moments phares. Donc là, on pense tous à la fête de Saint-Benoît, qui est une fête très agréable. Nous souhaitons la rendre encore plus agréable. Si nous voulons retrouver l'esprit du village, il faut que tout le monde se sente impliqué par cette fête. Ça ne doit pas être juste une fête foraine de passage au Père Olympique pendant quelques jours. Nous souhaitons faire revenir un concours de chars, impliquer les écoles, les associations, tous les habitants du Père Olympique, les commerçants. Tout le monde doit se sentir faire partie de ce village, sinon on n'y arrivera pas. Voilà, donc en conclusion, nous avons besoin de vous. Vous pouvez réveiller la belle endormie, nous aussi. Faisons ça ensemble. Voilà. Michael, sur l'urbanisme, qui est quand même un énorme enjeu. Ouais, je vais pas parler des. Ah non, c'est bien, comme ça prend à enchaîner sur les questions. Faut savoir déjà que la loi SRU, parce que c'est la loi SRU qui nous impose ces 25% de logements sociaux, ça date des années 2000. On a le schéma directeur de la région, le SDRIF, le schéma directeur du département, le SDAD, on a le schéma de cohérence territoriale, le SMECI, qui dit, depuis aussi longtemps que la loi SRU, que la ville du Perret doit se développer et doit accueillir une nouvelle population. Pour autant, je pense que la commune actuelle ne l'a pas anticipé, puisqu'on a 8% de logements sociaux, alors qu'on doit en atteindre 25. Clairement, ça va être l'enjeu de la prochaine municipalité, quelle que soit la couleur. Nous, voilà ce qu'on propose au niveau Ensemble pour le Perret, c'est justement, pour répondre à ces enjeux, c'est déjà de proposer des logements adaptés aux jeunes actifs et aux seniors, plutôt des T1 et des T3, parce qu'on veut essayer de conserver aussi, pas trop augmenter la population, mais en sachant que ces pourcentages de logements sociaux, c'est essentiellement sur le nombre de logements et pas sur la population totale. Donc si on construit des plus petits logements, forcément on atteint plus rapidement ce quota. Pour autant, on n'augmente pas autant la population. Il y a un dispositif qui s'appelle Ruralogie. Donc c'est un dispositif du Conseil départemental des Yvelines qui apporte, alors je le connais parce que je travaille au Conseil départemental, donc qui apporte et c'est justement un dispositif qui n'a pas été utilisé par la ville du Perret et qui apporte une aide de 20% pour les opérations de logements sociaux portées par la commune. Alors ça leur permet de rester maître en la matière, notamment pour l'acquisition de parcelles. Je vois qu'il y a des concurrents qui notent les informations, c'est très bien. Trop tard, c'est vous qui avez ressorti les premiers. Alors, et ça permet aussi d'accompagner financièrement la commune dans les opérations de construction de logements sociaux, de logements d'accession à la propriété, ou encore des logements de cohabitation intergénérationnelle type solidaire, un peu sur le modèle participatif ou le modèle un peu scandinave. Des pays que nous prenons dans le programme d'ailleurs. Ensuite, protéger notre patrimoine naturel. Alors déjà, les terres agricoles et naturelles, dont 13 hectares de la perche au mar, sont sanctuarisées. Ça, il faut savoir que pour 13 hectares de la perche au mar, ça ne sera jamais construit parce que c'est naturel. Tous les espaces agricoles, ça ne sera jamais construit parce que c'est sanctuarisé et c'est de toute manière impossible de construire. Ça, c'est déjà, c'est inscrit, c'est dans le marbre, donc zone humide ou pas, tant que c'est naturel, ce sera impossible de construire là-bas. Nous avons aussi 9 OAP dans le plan local d'urbanisme, donc opération d'aménagement programmé. Orientation. Donc, les 9 OAP, elles sont déjà identifiées dans le plan local d'urbanisme. Il y en a 2 qui ont déjà été urbanisées, comme la forêt verte et la Barentonnerie. D'ailleurs, la Barentonnerie, c'est le petit quartier de Chèvrefeuille, c'est ça, juste en face du centre de loisirs. Et c'est à partir de ces dents creuses, parce qu'on aime bien parler de dents creuses, mais en fait, c'est des
des orientations d'aménagement programmé, c'est sur ces sites-là qu'il va falloir insister pour justement répondre à cet enjeu de 25% de logements sociaux. Ensuite, voilà, pour la Perche-Mare. Alors, la Perche-Mare, c'est 20 hectares, donc, je disais tout à l'heure, c'est 13 hectares de terre d'espace naturel, et c'est 7 hectares dans le cadre d'une OAP. La Perche-Mare, c'est aussi une OAP, et c'est vrai que 450 logements, un tiers de social, parce que tout le monde dit c'est 450 logements sociaux, non, il n'y a que 150 logements sociaux. Je pense que c'est quand même, on pense nous, que c'est quand même beaucoup pour la circulation au centre-ville. Il n'y a qu'à voir maintenant, sans la Perche-Mare, les difficultés qu'il peut y avoir le matin lorsqu'on passe au carrefour du Pont-Marquand. Le fait de faire revenir encore plus de logements, ça sera encore plus compliqué. Pourtant, pour le promoteur, ces 450 logements, ça va être nécessaire pour la viabilité de son projet. Et selon les informations qu'on a, c'est que ce même promoteur doit également financer, dans le cadre d'un dispositif de fiscalité intitulé Projet urbain partenarial, le 4e groupe scolaire. C'est lui qui, c'est par la Perche-Mare qu'on pourra bénéficier de nouvelles infrastructures. Pour ne pas avoir justement trop cette pression du promoteur, il faut aussi enclencher ce dispositif Ruralogie, parce que si on s'applique que sur le promoteur, du coup on va se dire c'est certes qu'on va pouvoir faire que 450 logements. Pour autant, si on a des financements qui viennent par ailleurs, peut-être qu'on va pouvoir diminuer tous ces logements sur la Perche-Mare, si la Perche-Mare est construite. Parce que nous, notre postulat par rapport à la Perche-Mare, c'est de se dire que déjà on va attendre l'étude environnementale qui, si elle est négative, va annuler de toute manière le projet de la Perche-Mare. Et c'est aussi de se dire qu'on veut mener une vraie concertation. Denis en a beaucoup parlé, c'est associer la population. Vulgariser aussi un peu les propos, parce qu'il y en a qui parlent que des logements sociaux, il y en a qui parlent de zone humide alors que c'est même pas une zone humide. Enfin, il y a plein de... Monsieur Baron, si vous me posez des questions après, ce sera l'occasion d'expliquer pourquoi la Perche-Mare est une zone humide dans les détails, parce que ça ne l'est pas finalement, c'est plutôt une zone argileuse et qui est rocailleuse à partir de 50 cm, avec un ruissellement, justement avec ces constructions sous pilotis, ça va permettre il y a possibilité de construire sur la Perche-Mare. Pour autant, ça va être à la population de dire si oui ou non on le fait. Et c'est ce qu'on veut mettre en place dès le début du mandat, si vous nous faites confiance. Voilà, j'ai dit. Je vais conclure rapidement. J'adore mon équipe. Parce que vous avez toutes les personnalités, toutes les couleurs, toutes les cultures, tous les profils, toutes les compétences, tous les parcours. Vous avez toutes les générations. Moi, je suis la plus récente en fait de mon équipe et ça fait 5 ans que je suis ici. Les plus anciens sont là depuis 5 générations. Voilà, c'est une famille de 5 générations. Michael, c'est l'arrière-petit-fils du dernier carrier du Perret-en-Yvelines. Voilà, donc on a des personnalités, hors personnalité aussi, mais en tout cas, on a des gens qui sont amoureux de leur ville, qui sont attachés, qui sont enracinés ici, et c'est ce qui m'a plu. C'est pour ça que cette équipe ne s'est pas constituée en 2 jours. Il n'y a pas de sympathisants dans cette équipe. Il y a vraiment des gens qui s'apprécient pour ce qu'ils apportent à ce projet. Voilà. Et moi, c'est ce qui me pousse, c'est ce qui m'a porté, parce que je ne suis pas dans l'exercice politique depuis longue date. Moi, je suis une femme de terrain, je sais travailler, je sais profiter de la vie, et aujourd'hui, je suis animée par la politique locale de ma ville, parce qu'il y a eu un réveil de conscience. Je suis représentante parents d'élèves, et donc maman, et donc voilà, j'ai le regard un petit peu qui s'ouvre sur tous les enjeux que nous vivons aujourd'hui. Il y a la planète, et puis il y a tous ces sujets-là. Donc, je m'investis. Je m'engage, j'y vais. Alors certains vont me dire, attends, t'es maman, t'as 2 enfants, comment tu vas faire? Écoutez, comment je fais aujourd'hui? Voilà, je suis quand même maman, et j'ai une boîte, et je fais une campagne. Bon, tous les jours, c'est beaucoup de travail, mais ça a toujours été un petit peu comme ça. Voilà, j'ai la chance d'être bien entourée par mon partenaire, qui est mon associé dans la vie professionnelle et dans la vie tout court.
et on a toujours été partenaires, et c'est comme ça qu'on arrive à faire les choses. C'est-à-dire que demain, je suis maire, je me dédie à 100% à ce sujet, et mon associé à 100% à ma boîte, et ça, on n'en parle plus. Autrement, je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Je ne conçois pas une responsabilité où on vient le matin, on signe, et puis hop, on fait sa journée de boulot. Alors, on sait très bien que les indemnités des maires, et c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup qui se représentent dans d'autres communes, etc., c'est pas à la hauteur de la charge, mais je pense qu'il faut être investi par autre chose, de toute façon, que l'argent, ou que l'ego, ou que je ne sais quoi. Voilà. Je pense qu'il faut être porté par autre chose. En tout cas, je pense que vous avez bien ressenti ce soir par quoi on est porté au sein de cette équipe. On y va avec nos forces, on y va avec nos faiblesses, on y va comme on est. Voilà. Et on ne ment pas, on vous dit tout. Il n'y a pas de piège, on ne sait pas tout sur tout, et on est très heureux de ne pas savoir tout sur tout. Parce que ça nous permettra de grandir ensemble avec vous, d'apprendre et en tout cas de chercher toutes les solutions avant de foncer tête baissée sur les résultats. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui me permet de ne pas me faire virer chez mes clients. Et mes clients, c'est BNP Paribas, BPCE, etc. Donc, si en général je fais un dépassement budgétaire par-ci ou une petite erreur de conception par-là, chez moi, il n'y a pas de deuxième chance. C'est merci, au revoir. Et pourtant, ça fait 10 ans qu'on vit et qu'on survit dans un monde très compétitif. Et cette rigueur-là, j'ai envie de la mettre en place aussi au sein de la commune, parce qu'on le mérite tous. Voilà. Donc, le 15 mars, c'est dans 5 jours, quand vous serez tout seul dans vos isoloirs. Je pense que, mais nous tous, hein, la question qu'on va devoir se poser, c'est, bon ben, qui incarne ma ville, qui incarne ce que j'ai envie de porter pour ma ville, quel parcours, pourquoi, quelles ambitions, quelle motivation, quelle histoire. C'est ça les questions qu'il faut se poser, c'est quelle personne va incarner ce poste. Et ensuite, quelle équipe aussi va accompagner cette personne. Et finalement, le résumé de ce soir, c'est un peu notre façon de travailler. Voilà, je ne brille pas toute seule. Je brille grâce à tout le monde. Il y a moi et il y a 29 personnes qui travaillent, et donc il y a toutes les personnes qui ont bûché sur les sujets, qui avaient le temps de parole aussi ce soir. Alors, c'était peut-être pas un cadeau pour tout le monde, vous pouvez me dire merci ou m'en vouloir après, mais je trouve que c'est important de dire les choses avec ces mots. Vous avez tous reçu des plaquettes, vous avez la liste des sujets, etc. Pour revenir à ceux qui disent c'est les mêmes programmes, etc., on n'arrive pas à se décider. On a la chance, opérée en Yvelines, d'avoir 4 listes. Démocratiquement, c'est une très bonne nouvelle. C'est qu'on est des citoyens engagés, et ça, il faut très bien l'accueillir. Je trouve vraiment que c'est vraiment encourageant. C'est pas la chance que connaissent des communes où ils se regardent dans le blanc des yeux, mais qui va prendre le poste, là, qui y va, parce que... Donc voilà, profitons de cette chance-là et posons-nous les bonnes questions. Et à mon sens, la bonne question, c'est à qui je vais confier la clé de ma maison demain. Donc à qui je peux confier la clé de ma vie demain. Voilà, c'est un peu le même rapport de confiance. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Merci beaucoup. Place aux questions-réponses et ensuite au buffet. Et j'ai invité toute l'équipe à venir avec moi. Comme ça, on peut échanger. Voilà.